L'aberration de M. Balfour. Alors que s'achevait la première décennie du XXe siècle, les signes des tempêtes à venir se multiplièrent. En 1903, le gouvernement britannique avait offert l'Ouganda au sionisme et Max Nodou avait publiquement prévu, ouvrez les guillemets, la future guerre mondiale, à la suite de laquelle l'Angleterre procurerait la Palestine aux sionistes. En 1905, les protocoles révélèrent de façon prophétique l'orgie destructrice du communisme. Puis entra en 1906 un certain monsieur Arthur James Balfour, Premier ministre d'Angleterre, rencontra le docteur Weizmann dans une chambre d'hôtel et fut captivé par la notion d'offrir la Palestine qui ne lui appartenait pas, entre guillemets, aux Juifs. La forme que prendrait la future guerre mondiale fut alors décidée. M. Balfour montrait la garde autour du nouveau siècle et cédait le passage. Un autre homme, à sa place, aurait pu le protéger, ou un autre aurait pu le faire de même. Car en 1906, le mécanisme caché pour exercer une pression irrésistible sur les affaires internationales du moment, Léon Pinsker, 1882, avait apparemment été perfectionné. Le rabbin Elmer Berger dit de cette époque, ouvrez les guillemets, ce groupe de juifs qui s'était engagé dans le sionisme entra dans une sorte de diplomatie ambulante qui le mena dans de nombreuses chancelleries et parlements, explorant les voies labyrinthiques et détournées de la politique internationale dans une partie du monde où l'intrigue politique et les accords secrets étaient synonymes. Les juifs commencèrent à jouer le jeu de la politique pratique. L'ère des administrateurs malléables et des élus dictateurs dociles, tout poursuivant le grand plan, commençait par conséquence. Un autre politicien, s'il avait été à la place de M. Balfour à ce moment-là, aurait pu agir de la même façon. Cependant, son nom est attaché au méfait initial. Ces actions sont presque inexplicables pour un homme de cette naissance, éducation et de ce genre. Les recherches ne peuvent découvrir la preuve d'une motivation autre que l'engouement du genre libéral pour une entreprise qui n'examina même pas à la lumière du devoir et de la sagesse les considérations dures de la politique pratique, c'est-à-dire le calcul froid que l'on pourrait obtenir de l'argent ou des votes en soutenant le sionisme, peuvent difficilement être soupçonnés en lui. Ses collègues et lui appartenaient aux familles les plus vieilles d'Angleterre qui perpétuaient une longue tradition de service public. La diplomatie était dans leur sang. La compréhension du gouvernement et la connaissance des affaires étrangères leur étaient instinctives. Ils représentaient la classe dirigeante la plus couronnée du succès que l'histoire ait rapporté. Et ils étaient riches. Pourquoi alors l'instinct, la tradition et la sagesse les abandonnèrent-ils soudainement sur cette question au moment où leur parti conservateur, sous son ancienne forme, gouvernait pour la dernière fois l'Angleterre et où leur famille dirigeait toujours les fortunes du pays venues des grandes maisons de Piccadilly et de Mayfair et des abbayes de campagne, furent-ils été alarmés par la menace qu'on existerait la foule contre eux s'ils ne soumettaient pas, et se rendirent compte que la naissance et le privilège seuls ne pourraient continuer à donner la qualification aux fonctions directrices. Le monde avait beaucoup changé au siècle précédent et ils savaient que ce processus continuerait. Dans la tradition britannique, ils travaillaient à assurer la continuité ininterrompue par la violence et apaisée par la conciliation. Ils étaient trop sages pour résister au changement. Leur objectif était de guider le changement. Peut-être à cet égard furent-ils trop avides de serrer la main au progrès quand il frappa à la porte, sans examiner les lettres de créance des émissaires. M. Balfour, leur leader, était un célibataire, grand, distant, érudit, impassible et pessimiste. Ils étaient d'apparence glaciale, mais ses intimes affirmaient qu'il avait le cœur tendre. Sa liaison amoureuse d'un certain âge avec le sionisme pourrait être le symptôme d'un célibat involontaire. Jeune homme, il différa sa demande à sa bien-aimée jusqu'à ce qu'elle se fiançait avec un autre. Avant leur mariage, son amour mourut, et alors que M. Balfour était sur le point de rattraper son retard précédent, elle mourut. Il se résolut alors à rester célibataire. Les femmes ne sont peut-être pas bons juges d'un célibataire distingué qui porte son cœur brisé comme un livre ouvert, mais nombre des commentaires contemporains le concernant viennent de femmes, et je cite les avis de deux des femmes les plus belles à cette époque.
Consuelo Vanderbilt, une américaine plus tard duchesse de Marlborough, a écrit, ouvrez les guillemets, les habits qu'il exprimait et les doctrines qu'il défendait semblaient être les produits de la pure logique. Il était doué d'une largeur de compréhension et que je n'ai jamais vu égaler. Et Lady Cynthia Asquith dit, ouvrez les guillemets, quant au fait d'être exemple d'indignation morale, je l'ai souvent vu blanc de colère. N'importe quelle injustice impersonnelle le mettait en colère. Les mots mis en italique ne pourraient donner une image plus entièrement fausse de M. Balfour si les résultats de ses actions constituent un test, si les processus de pensée qui ne peuvent pas l'avoir guidé en engageant son pays envers le sionisme, c'est bien la logique, car aucun bien logique ne pouvait en sortir. Pour aucune des parties concernées, son propre pays, les habitants natifs de la Palestine ou à mon avis les populations juives qui n'avaient pas l'intention d'aller là-bas. Quant à l'injustice, à moins que Lady Cynthia n'ait eu l'intention de faire la distinction entre l'injustice personnelle et l'injustice de masse, le million d'êtres innocents qui ont aujourd'hui été conduits dans le désert d'Arabie, à la façon du bouc émissaire lévitique, offre une réponse évidente. Quoi qu'il en soit, le voilà donc Premier ministre d'Angleterre, ayant succédé au cher oncle Robert, Lord Salisbury, dans la grande maison de Cecil en 1902. Il est clair qu'à cet instant, il n'a pu concevoir à partir de rien la notion de donner l'Ouganda aux sionistes, de sorte qu'une pression irrésistible devait être à l'œuvre avant qu'il n'entre en fonction. Ce qui se passa au cours de cette période précédente est un mystère total, ou en vérité une conspiration. Ouvrez les guillemets, l'intrigue labyrinthique. Quand il devint Premier ministre, la mine avait déjà été posée. Et à la fin de ses jours, M. Balfour ne se rendit apparemment jamais compte qu'il était la mine dont tous sont aujourd'hui conscients. Le docteur Herzl, désespérant du tsar, du Kaiser et du sultan, les trois potentats avaient été aimables, mais prudents et évasifs. Il savait que M. Balfour n'a appris jamais que le sionisme était de la dynamite, avait déclaré. L'Angleterre, la grande Angleterre, l'Angleterre libre, l'Angleterre commandant les mers, comprendra nos buts. Le lecteur percevra dans quel but. Selon cette vision, l'Angleterre était devenue grande, libre et commandait les mers. Quand l'offre de l'Ouganda montra à la direction talmudique en Russie que le docteur Hetzel avait tort de penser que l'Angleterre comprendrait leurs besoins, le docteur Weizmann fut envoyé à Londres et se préparait à renverser le docteur Herzl, et il devint maintenant notre témoin principal des événements cachés de cette période. Un jeune Anglais porteur de quelques requêtes modestes aurait grande peine, même aujourd'hui, à pénétrer les défenses du portier et du secrétaire du salon privé d'un membre du Conseil des ministres. Le jeune docteur Weizmann de Russie, qui voulait la Palestine, fut rapidement conduit dans celui de Lord Percy, responsable des affaires africaines. Lord Percy était un notion d'une grande famille dirigeante avec une tradition antique de service public et de sage administration. Selon le docteur Weizmann, il exprima un étonnement sans borne face au fait que les Juifs puissent considérer avec intérêt la proposition de l'Ouganda, qu'il considérait comme peu pratique d'une part et comme un déni de la religion juive d'autre part. Lui-même profondément religieux, il fut abasourdi à la pensée que les Juifs puissent, ne serait-ce que considérer l'idée d'un autre pays que la Palestine comme centre de leur renouveau. Et il fut enchanté d'apprendre par moi qu'il y avait eu autant de Juifs qui avaient refusé catégoriquement. Il ajouta, si j'étais juif, je ne donnerais pas un demi-penny pour la proposition. Vraisemblablement, le docteur Weizmann n'informa pas Lord Percy du désir unanime des Juifs en Palestine de s'installer en Ouganda. Ce qu'il avait entendu, si son récit est correct, était pratiquement une invitation à se débarrasser du docteur Herzl et d'une promesse de soutenir la revendication de la Palestine. Il s'en alla préparer la déconfiture du docteur Herzl et ne partit pas les mains vides. Probablement durant les 50 ans qui se sont écoulés, les ministres britanniques ont-ils appris que le papier à lettres officielles devait être gardé à l'endroit où seuls ceux qui sont autorisés pourraient l'utiliser. En quittant le salon de Lord Percy, le docteur Weizmann prit du papier à lettres du ministre des Affaires étrangères et il écrivit un compte-rendu de la conversation qu'il envoya en Russie, où sous les Romanov, comme sous les tsars communistes, on ne leur laissait pas traîner la papeterie du gouvernement.
En Russie, ce document écrit sur le papier officiel du ministère des Affaires étrangères dut réveiller des sentiments apparentés à ceux qu'une icône sainte provoquerait chez un moudjik. Cela signifiait clairement que le gouvernement britannique n'avait pas besoin du docteur Herzl et procurait la Palestine aux sionistes de Russie. Leur persil, selon l'idiome actuel, avait activé quelque chose. Tout le reste suivit comme si c'était arrangé par les dieux grecs. Le triomphe des sionistes de Russie sur le docteur Herzl, sa ruine et sa mort, le rejet de l'offre de l'Ouganda, puis le docteur Weizmann se rendit en Angleterre. Le pays qui semblait susceptible de montrer une sympathie véritable à un mouvement comme le nôtre et où il pourrait vivre et travailler en toute liberté, au moins théoriquement, n'importe quelle compilation de litotes classique pourrait inclure ce passage en premier lieu. Le docteur Weizmann choisit Manchester comme résidence et dit par hasard, mais la crédulité rechigne, Manchester tenait l'électorat de M. Balfour. Manchester était le quartier général sioniste en Angleterre. Le président du parti de M. Balfour à Manchester était un sioniste. Aujourd'hui, le parti conservateur britannique est toujours empêtré dans ses restes. Le drame grec continue à la fonction du Premier ministre. M. Balfour aboutit à un fiasco pour son parti lorsqu'aux élections de 1906, il perdit 8 sièges sur 9 à Manchester et déclina alors temporairement dans sa fonction. À ce moment, autre personnage apparut dans le présent récit. Parmi les candidats libéraux triomphants se trouvait un jeune homme plein d'avenir, au nez fin pour sentir la direction du vent en politique, un certain M. Winston Churchill. Il cherchait aussi à être élu à Manchester et s'imposa au quartier général sioniste là-bas, d'abord en attaquant les projets de loi étrangère du gouvernement Balfour qui mettait un frein à l'immigration à grande échelle venant d'endroits tels que la Russie, et ensuite en soutenant le sionisme. Là-dessus, les Juifs de Manchester s'alignèrent promptement derrière lui comme s'il était une sorte de Moïse moderne. Un de leurs leaders se leva lors d'une réunion entièrement juive et annonça que tout juif qui vote contre Churchill est un traître à la cause commune. M.R.C. Taylor, M. Churchill, une fois élu, devint sous-secrétaire aux colonies. Son adhésion publique au sionisme fut un simple épisode significatif à ce moment-là. 3 décennies plus tard, après la mort de M. Balfour, elle devait avoir des conséquences aussi fatidiques que la propre aberration de M. Balfour. Pour revenir à M. Balfour, ses pensées intimes concernaient beaucoup le sionisme. À aucun moment, d'après ce que les annales révèlent, il ne pensa aux habitants natifs de la Palestine dont ils avaient provoqué l'expulsion dans le désert. Par coïncidence, l'élection tournait autour de la question du traitement prétendument cruel de quelques humbles êtres éloignés. C'est un exemple de la méthode propre à exister. Les passions de la foule recommandées par le docteur Herzl et les protocoles. Les électeurs ne connaissent rien du sionisme et quand ils devinrent familiers par la suite, ils ne se soucièrent aucunement des Arabes menacés parce que cet aspect de la question n'était pas mis sous leurs yeux par la presse alors docile. Cependant, en 1906, leurs sentiments s'enflammèrent à propos de l'esclavage chinois et Manchester étant ce qu'elle est, elles furent fortement indignées. À cette époque, des colis chinois étaient liés par contrat à un travail de 3 années dans les mines d'or sud-africaines. Ceux qui étaient choisis s'estimaient heureux, mais pour les buts électoraux propres à inciter à la révolte, à Manchester c'était de l'esclavage. Et la bataille fut menée et gagnée sur ce point. Les libéraux victorieux oublièrent l'esclavage chinois immédiatement après le dépouillement des votes, et quand leur tour d'être au pouvoir arriva, ils surpassèrent les conservateurs dans leur enthousiasme pour le sionisme. Ainsi, tandis que les cris sur l'esclavage chinois résonnaient à ses fenêtres, M. Balfour, enfermé avec un émissaire sioniste de Russie, préparait quelque chose de pire que l'esclavage pour les Arabes de Palestine. Sa fascination était complète avant que l'entrevue ne commence, comme sa nièce et confidente de toute une vie. Madame Dugdale le montre. Ouvrez les guillemets. Son intérêt sur le sujet fut aiguisé par le refus des Juifs sionistes d'accepter l'offre de l'Ouganda. L'opposition réveilla en lui une curiosité qu'il ne trouvait aucun moyen de satisfaire. Il avait demandé à son président à Manchester de comprendre les raisons de l'attitude sioniste. L'intérêt de Balfour pour les Juifs et leur histoire trouva son origine dans l'instruction à l'Ancien Testament de sa mère et dans son éducation écossaise. À mesure qu'il grandissait, son admiration intellectuelle et sa sympathie pour certains
certains aspects des Juifs dans le monde moderne lui semblèrent d'une importance immense. Je me revois alors enfant en train d'absorber de lui l'idée que la religion et la civilisation chrétienne étaient redevables au judaïsme d'une dette incommensurable, mal remboursée. Tel était l'état d'esprit de M. Balfour quand il reçut le docteur Weizmann dans une pièce de Queen Hotel dans l'humidité et la brume de Manchester en 1906. La proposition qui était devant lui, si elle était acceptée, signifiait l'ajout de la Turquie en 1906 aux ennemis de l'Angleterre dans toute future guerre mondiale. Et si la Turquie y était défaite, l'engagement par la suite dans une guerre perpétuelle avec le monde arabe. Mais les calculs d'intérêt national, de principe moral et de diplomatie, si les citations ci-dessus représentaient le test, avaient déserté l'esprit de M. Balfour. Il était sous l'emprise d'un intérêt aiguisé et d'une curiosité insatisfaite. On dirait les impressions romantiques qu'une jeune fille aurait sur l'amour. Il n'avait pas été élu pour décider de quelque dette le christianisme devait au judaïsme, ou s'il décidait qu'une dette était due, pour effectuer son remboursement avec les fonds d'un tierce parti à quelques démarcheurs électoraux prétendant au titre pour récolter des fonds, s'il y avait une quelconque dette identifiable et une quelconque cause rationnelle qui liait son pays à cette dette et qui pouvait l'en convaincre, il aurait pu avoir un bon argument. Au lieu de cela, il décida à titre privé qu'il y avait une dette et qu'il y avait le droit de choisir parmi les prétendants en faveur d'un visiteur de Russie. Quand la masse des Juifs d'Angleterre rejetait toute notion d'une telle dette, l'histoire ne mentionne pas de choses plus étranges. Le docteur Weizmann, 40 ans plus tard, rapporte que M. Balfour, qui avait rencontré, n'avait que la notion la plus naïve et rudimentaire du mouvement. Il ne connaissait même pas le nom du docteur Herzl. Le plus proche auquel il pouvait arriver était Dr Herzl. M. Balfour était déjà emporté par son enthousiasme pour la cause inconnue. Il posa objection formelle, mais apparemment uniquement pour le plaisir de les entendre repousser comme une fille pourrait objecter à la fugue amoureuse qu'elle désire secrètement. Il fut très impressionné, comme le dit le docteur Weizmann, quand son visiteur dit, ouvrez les guillemets, Monsieur Balfour, supposons que je dois vous offrir Paris au lieu de Londres. Le prendriez-vous? Mais le docteur Weizmann, nous avons Londres, répondit-il. Le docteur Weizmann répliqua, ouvrez les guillemets, mais nous aurions Jérusalem quand Londres n'était qu'un marécage. M. Balfour estima apparemment que c'était la raison concluante pour laquelle les Juifs ashkénazes de Russie devaient être déplacés en Palestine. Cependant, le seul groupe de Juifs dont il avait un droit quelconque de considérer l'intérêt, ceux d'Angleterre, avait travaillé dur pour le dissuader de se faire empêtrer dans le sionisme. Et il émit une dernière et faible objection. Ouvrez les guillemets, c'est curieux, docteur Weizmann. Les Juifs que je rencontre sont tout à fait différents. Le docteur Weizmann répond, Monsieur Balfour, faut rencontrer le mauvais type de juif. Monsieur Balfour se remit plus jamais en doute à la prétentino des sionistes de Russie à être de bons types de juifs. Ce fut par cette conversation avec Weizmann que je vis que la forme juive du patriotisme était unique. C'était le refus absolu de Weizmann de ne serait-ce que d'examiner la proposition de l'Ouganda, qui m'impressionna à ces mots. Madame Duc d'Arles ajoute le commentaire, ouvrez les guillemets, plus Balfour pensait au sionisme, plus son respect pour lui et sa croyance en son importance grandissait. Ses convictions prirent forme avant la défaite de la Turquie dans la Grande Guerre, transformant l'avenir entier pour les sionistes. Il transforma aussi l'avenir entier pour tout l'Occident et pour 2 générations de ses fils. À cette réunion dans une chambre d'hôtel en 1906, la prophétie faite par Marx Nordau en 1903 sur la forme de la future guerre mondiale reçut son accomplissement. À mesure que cette guerre approchait, le nombre des hommes publics de premier plan qui soutenaient en secret le sionisme grandit rapidement. Ils se firent en fait conspirateurs, car ils n'informèrent le public d'aucune intention concernant la Palestine. Personne à l'extérieur du cercle intérieur de l'intrigue labyrinthique ne savait qu'il avait une intention à l'esprit et qu'elle serait menée dans la confusion d'une grande guerre, quand l'examen parlementaire et populaire des actes de la politique nationale serait en suspens.
La dissimulation observée estampille le processus comme étant un processus conspirateur originaire de Russie et il porta ses fruits en 1917. La réunion suivante entre le Dr Weizmann et M. Balfour eut lieu le 14 décembre 1914. La Première Guerre mondiale venait alors de commencer. L'armée de métier britannique avait presque été anéantie en France et la France elle-même risquait la catastrophe, tandis que seule la marine britannique se tenait en Angleterre et les dangers les plus graves. Une guerre coûtant à la Grande-Bretagne et à la France environ 3 millions de vies se profilait et la jeunesse de Grande-Bretagne se précipitait pour rejoindre la bataille. On supposait que la grande cause était celle du renversement du militarisme prussien, la libération des petites nations et le rétablissement de la liberté et de la démocratie. M. Balfour devait bientôt être rétabli à son poste. Cette pensée, quand il rencontra de nouveau le docteur Weizmann, était apparemment loin de la grande bataille en France. Son esprit n'était pas avec son pays ou son peuple, il était avec le sionisme et la Palestine. Il débuta sa conversation avec le docteur Weizmann en disant, ouvrez les guillemets, je pensais à cette conversation que nous avions eue en 1906 et je crois que quand les armes se seront tues, vous pourrez obtenir votre Jérusalem. Les gens qui vécurent cette époque-là peuvent se rappeler du moment et voir combien ces pensées de M. Balfour étaient éloignées de tout ce qu'eux-mêmes supposaient être en jeu. En la personne de M. Balfour, le prophète Monk réapparut, mais cette fois armé du pouvoir de former le destin des nations. Évidemment, la pression irrésistible dans les coulisses avait acquis un grand pouvoir et était déjà les plus efficaces en 1914. À ce moment-là, les Américains étaient également empêtrés dans cette toile de l'intrigue labyrinthique cachée à la vue générale, bien qu'ils ne la soupçonnassent pas. Ils craignaient les enchevêtrements avec l'étranger. Ils voulaient rester hors de la guerre et avaient un président qui promettait de les maintenir éloignés. En fait, ils étaient quasiment dedans, car à ce moment-là, une pression irrésistible travaillait aussi efficacement à Washington qu'à Londres.